Bonsoir, je m'appelle Éric Fassin, je suis sociologue, professeur à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. J'enseigne à la fois dans un département de sciences politiques et dans un département d'études de genre, le seul en France d'ailleurs. Et je voudrais vous parler ce soir, à distance malheureusement, mais en espérant être quand même un peu présent. Je voudrais vous parler du contexte dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes, dans lequel je suis, dans lequel nous sommes toutes et tous, qui est le contexte de la pandémie. Le ou la Covid-19 sera donc mon point de départ. Mais je voudrais y penser pour en faire le moteur d'une réflexion sur deux logiques contradictoires. D'une part, et c'est ce qu'indique mon titre, l'immobilisation, et d'autre part, les mobilisations. Donc il s'agit de penser démobilisation contre l'immobilisation. De penser à la fois combien la situation de la pandémie, elle nous condamne en quelque sorte à sortir de la politique, et pourtant, dans le même temps, on voit ces mobilisations politiques. C'est la tension donc entre l'immobilisation par la pandémie, mais aussi les mobilisations qui continuent d'exister, les mobilisations politiques dans ce contexte pandémique. Démobilisation contre l'immobilisation, il va s'agir donc de politique des frontières familiales, nationales et raciales. La première chose, et tout le monde a pu le constater, c'est que la pandémie, elle creuse les frontières et elle les durcit. Quelles frontières? Eh bien, non seulement les frontières nationales, on ne peut plus voyager, on ne prend plus l'avion si facilement, ni même le train. On est censé rester dans son coin. On est censé rester dans son espace national, mais aussi très souvent dans son espace régional, dans son espace local. On ne peut pas s'éloigner de plus de tant de kilomètres, on ne peut pas s'éloigner pendant plus de tant de temps. Bref, nous sommes confinés. Mais ce confinement, ça n'est pas seulement dans un espace géographique, c'est aussi dans un espace domestique. Nous sommes confinés dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, nous sommes confinés à la maison. On est donc dans un moment très particulier où nous devenons en quelque sorte des êtres moins sociaux, des êtres davantage rabattus et sur l'espace national et sur l'espace domestique. Autrement dit, nous sommes des êtres sociaux moins sociaux. On nous demande d'être des êtres moins publics et plus privés. Bien sûr, cette double frontière, frontière de l'espace national et frontière de l'espace domestique, elle n'empêche pas des formes de mobilité. En particulier en France, comme dans beaucoup de pays, la question qui s'est posée a été de savoir s'il fallait choisir entre la logique sanitaire, préserver sa santé, préserver la santé des autres, et une logique qui est une logique économique, préserver l'économie du pays. Dans ce contexte, alors même que la plupart d'entre nous sommes confinés, eh bien, nous devons pouvoir nous déplacer, mais seulement dans le cadre du travail. Donc on a d'un côté l'immobilisation, on ne peut plus bouger, on est pris dans les murs de la famille, dans les murs du pays, de la patrie. Et en même temps, nous sommes invités, pour une bonne partie d'entre nous, à continuer de nous déplacer. La mobilité fait partie du travail. Alors bien sûr, et c'est mon cas ce soir, lorsque nous sommes engagés dans cette mobilité, ça dépend de la nature du travail que nous faisons. En particulier, une conférence comme celle-ci, elle peut se faire à distance. Mais si elle se fait à distance, ça veut dire qu'elle se fait non pas du point de vue du travail, mais du point de vue
de l'espace domestique. Autrement dit, les frontières entre l'espace domestique et l'espace du travail se sont en quelque sorte estompées. On ne sait plus bien quand on est au travail et quand on est à la maison, parce qu'on travaille de plus en plus à la maison. Ce travail professionnel qui est en même temps un travail domestique, c'est une caractéristique qui bien sûr n'est pas entièrement nouvelle. Le télétravail, le travail à distance, on le connaît déjà et simplement il a pris plus d'ampleur parce qu'une bonne partie du travail dans un monde néolibéral, mais aussi dans un monde où la communication est devenue si centrale, eh bien une bonne partie du travail pouvait déjà se faire à distance. En particulier, c'est ce qu'on a vu avec le développement d'Internet, mais aussi des moyens de communication tels que le mail, les réseaux sociaux, etc. On peut travailler à distance. Le monde néolibéral, c'est donc un monde de la mobilité. Nous pouvons prendre l'avion pour aller n'importe où, en temps ordinaire, c'est-à-dire en dehors de la pandémie. Mais c'était déjà aussi un monde où on pouvait travailler depuis chez soi, depuis ses vacances, le soir, la nuit, pourquoi pas. Bref, le monde néolibéral, il préfigurait à certains égards le monde de la pandémie, parce que c'était un monde déjà qui effaçait la frontière entre le travail et l'espace domestique. La question, c'est que si nous sommes dans un monde où cet effacement de la frontière, il peut, du fait de la pandémie, devenir un creusement d'une autre frontière, c'est-à-dire des frontières qui séparent l'espace domestique de l'espace public, mais aussi les frontières qui séparent l'espace local de l'espace national et l'espace national de l'espace international. Bref, si nous sommes pris dans ces murs, les murs de la famille et de la patrie, la question qui se pose, c'est qu'en est-il des configurations sociales et affectives qui ne s'inscrivent pas dans cette logique? D'abord, la question se pose pour les familles elles-mêmes. Lorsque nous pensons aux murs qui se sont dressés, qui se sont renforcés, les murs de la famille, les murs de la nation, eh bien on peut se demander qu'en est-il des familles transnationales? Je veux dire, les familles transnationales, ce sont des familles qui ne sont pas des familles fondées sur un couple entre personnes venues du même pays. C'est vrai, par exemple, pour les familles fondées sur des couples binationaux. En France, on a pris conscience dans les années 2000 qu'une partie très importante des mariages, ça pouvait aller jusqu'à un tiers, eh bien, une partie très importante des mariages unissait deux personnes de nationalités différentes. Autrement dit, la famille, ce n'est pas simplement un refuge à l'intérieur des frontières, c'est aussi une réalité sociale qui peut traverser les frontières. Les familles binationales sont un exemple particulier, mais un exemple particulièrement significatif des familles transnationales. Deuxième exemple, des familles qu'on pourrait appeler diasporiques. Certes, quand nous pensons à la diaspora, nous pensons d'abord peut-être à une histoire qui est une histoire des familles juives historiquement. Mais on peut penser la diaspora dans beaucoup d'autres cas, comme par exemple celle des familles roms ou tziganes, qui sont dispersées dans différents pays, un pays d'origine, souvent, comme la Roumanie ou la Bulgarie, mais des pays de destination et des pays au pluriel, puisque ces mêmes familles peuvent se retrouver dispersées aux quatre vents, c'est-à-dire pas simplement en France, par exemple, mais ça peut être aussi en même temps avec des membres de la famille qui sont en Belgique ou bien en Italie.
Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité de penser ces deux exemples, des familles binationales ou des familles diasporiques, qui sont deux cas où la famille transnationale ne se laisse pas penser comme le contraire du transnational. Elle ne se laisse pas penser uniquement à l'intérieur des murs de la patrie. Elle traverse les murs, toutes ces familles. Et on le sait bien parce qu'elles sont l'objet de politiques d'immigration, de politiques migratoires. En France, par exemple, on a vu que la multiplication de ces couples binationaux a entraîné une réaction législative, une réaction politique pour limiter le nombre des couples binationaux. C'est ce qui s'est joué dans les années 2000. Les couples binationaux sont devenus des couples suspects. Suspects pourquoi? Parce que on se demandait si se marier n'était pas devenu une manière de contourner les restrictions en matière d'immigration en France. Autrement dit, on a commencé à parler des mariages blancs, c'est-à-dire des mariages qui ne seraient pas fondés sur le lien amoureux, mais seulement sur l'intérêt, la volonté de contourner les contraintes des politiques migratoires. On est même allé jusqu'à parler de mariages gris, les mariages gris, c'est-à-dire ces mariages où ce ne sont pas les deux époux qui contournent la loi, qui détournent le mariage à des fins migratoires, c'est seulement un des deux, l'étranger, le migrant, la migrante, qui profite du mariage, mais aussi qui profite du conjoint ou de la conjointe pour entrer ou rester en France, pour contourner, déjouer les politiques migratoires. C'est pareil pour les familles diasporiques, puisque au fond, ce qu'on constate, c'est qu'un des enjeux majeurs, à côté de ce qu'on a appelé les mariages mixtes, c'est-à-dire des unions binationales, il y a aussi la question du regroupement familial. Bien sûr, on explique que dans beaucoup de pays qu'il faut arrêter les migrations économiques, mais parce que ces pays comme la France se réclament ouvertement de droits humains, eh bien, on ne peut pas interdire aux familles de se réunir. Il y a un droit à la vie familiale, un droit à la vie privée, qui est un droit français, mais aussi européen, voire international, donc le droit de vivre une vie privée, de vivre une vie familiale. Cette conception des droits humains, elle a pour conséquence que les familles diasporiques peuvent demander le regroupement familial. Ce qui constitue donc les familles binationales d'un côté et les familles diasporiques de l'autre, ces deux exemples particulièrement éclairants de familles transnationales, ce qui les constitue, eh bien, c'est le fait d'être à la fois potentiellement à l'intérieur du même espace national, mais aussi, à certains égards, de subvertir ces frontières nationales, d'entrer dans une logique proprement transnationale. La conséquence à la fois théorique et politique, et c'est en ce sens, me semble-t-il, que l'actualité nous fait réfléchir, c'est que les familles transnationales, elles sont particulièrement intéressantes en ce qu'elles nous aident à défaire l'identification entre la famille et la nation. Au lieu de considérer que famille et nation, c'est au fond un peu la même chose, parce que les familles seraient prises dans une logique proprement nationale, qu'elles resteraient définies par l'appartenance au cadre national, eh bien, ces familles transnationales, elles nous disent que la famille et la nation, c'est pas la même chose. Que non seulement les familles peuvent déborder du cadre de la nation, mais que la nation ne doit pas être pensée comme une famille. Autrement dit, elle nous encourage à sortir d'une illusion qui superpose famille et nation
c'est-à-dire qui pense la nation comme une famille, et donc qui va considérer les étrangers comme des étrangers à la famille. Ce modèle familial pour penser la nation, il contribue à un modèle qui est celui du sang. Parce que si la famille, elle repose le plus souvent sur le sang, de la même manière, la nation, si elle est pensée sur le modèle de la famille, eh bien, ce sera une nation définie par le droit du sang. C'est-à-dire une nation qui va distinguer entre des gens qui appartiendraient à part entière à la nation en raison de leur sang, tandis que d'autres qui ne seraient pas de souche, mais qui seraient seulement de papier, eh bien, appartiendraient moins à la nation. Ils feraient moins partie de cette famille nationale parce qu'ils ne partageraient pas le même sang que ces gens qu'on appelle de souche. Vous voyez bien ici que la réflexion sur les familles transnationales, elle peut nous servir à défaire ce lien qui paraît naturel et qui est en fait naturalisé entre la famille et la nation. Superposer la famille et la nation, c'est contribuer à une racialisation de la France, par exemple, mais plus largement de l'Europe, et à l'inverse, essayer de repenser dans le cadre de la pandémie, à partir de ces familles transnationales qui voient se fermer les portes devant elles, c'est-à-dire pour qui il devient de plus en plus difficile d'exister en tant que famille, sinon à distance. Ces familles transnationales privées de présence, elles sont aussi une manière de nous inviter à remettre en cause l'identification entre la famille et la nation qui est au cœur d'un processus de racialisation de la France et de l'Europe, c'est-à-dire d'enfermement des modèles nationaux dans une conception racialisée, c'est-à-dire définie par le sang de la nation et de la famille. Je voudrais maintenant m'intéresser à des manières de remettre en cause cet enfermement, ce grand renfermement dans l'espace national, ce grand renfermement dans l'espace domestique qui se joue autour de l'adéquation entre famille et nation. Et en particulier parce que la famille semble être un refuge dans la vie privée qui nous soustrait à la vie publique, je voudrais au contraire repartir de ce qui se joue aujourd'hui même dans la remise en cause d'une conception qui nous privatise, remise en cause qui repolitise notre vie à l'époque de la pandémie. On avait déjà vu en France depuis quelques années une solidarité transfrontalière contre les politiques xénophobes. C'est ce qui s'est joué en particulier autour de ce qu'on a appelé le délit de solidarité. Le délit de solidarité, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que des personnes qui se mobilisent pour soutenir des migrantes, des migrants, eh bien, ces personnes, ces militants, ces militantes, se retrouvent accusés d'avoir contribué à tricher en matière de politique migratoire. Autrement dit, on les fait complices des passeurs, ces passeurs qui trichent avec la législation nationale de manière intéressée. Bien sûr, il va y avoir des discussions pour mettre l'accent sur le fait que ces militantes, ces militants sont désintéressés. Autrement dit, ça n'est pas pour des raisons économiques, à la différence des passeurs, qu'elles vont aider au passage. On est plutôt dans une logique altruiste qu'égoïste. On n'est pas dans une logique économique, mais dans une logique humaine, humanitaire. Mais il ne s'agit pas simplement de morale, il ne s'agit pas simplement d'un humanisme. En fait, on l'a vu ces dernières années avec en particulier la figure dans la vallée de la Roya de Cédric Herrou, la solidarité transfrontalière
elle a un sens politique. Non seulement elle se mobilise contre les politiques xénophobes, mais elle ne le fait pas au nom de la morale. Elle oppose à ces politiques une autre logique politique. On l'a vu en particulier dans la manière de remettre en cause les pratiques du préfet des Alpes-Maritimes, de le faire condamner pour n'avoir pas respecté la loi, et en particulier dans le traitement des mineurs isolés, c'est-à-dire de migrantes, de migrants mineurs. Mais on voit cette repolitisation par la solidarité s'affirmer lors du débat qui va mener à l'affirmation par le Conseil constitutionnel d'un principe qui est celui de la fraternité. Vous savez qu'en France, sur le fronton des mairies, on voit ces trois termes, liberté, égalité, fraternité, qui sont la devise de la France. La liberté et l'égalité, on savait à peu près ce que c'est, mais la fraternité, finalement, on ne savait pas trop. Et c'est grâce aux mobilisations des associations, en particulier de la vallée de la Roya, donc de solidarité avec les personnes qui traversent les frontières. C'est donc dans ce contexte de solidarité que le Conseil constitutionnel va être amené à reconnaître le principe de fraternité comme ayant valeur constitutionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la fraternité, c'est bien sûr une image qui est celle de la famille. La fraternité, c'est entre frères. Mais là, c'est une fraternité qui transgresse le cercle de famille nationale. Ça, c'était avant la pandémie. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis la pandémie? Il y a eu en particulier un mouvement social qui s'est manifesté autour des migrantes et des migrants. Mais il y a aussi, et c'est ce que je voudrais développer un peu plus maintenant, un mouvement qui s'est mobilisé autour de ce qu'on peut appeler la question raciale. La question raciale, c'est quoi? C'est le fait qu'en France, des personnes ne sont pas traitées de la même manière selon qu'elles sont blanches ou pas. Bien sûr, lorsque je dis blanche, un terme qui peut s'appliquer à moi-même, il ne s'agit pas simplement de couleur de peau. La couleur de peau est le support de pratiques sociales et politiques, et en particulier d'une discrimination. Si je n'étais pas blanc, je subirais différentes formes de discrimination, par exemple dans l'accès au monde du travail, par exemple dans l'accès au logement, ou encore dans les rapports avec la police, comme l'avait montré une enquête du Défenseur des droits en 2017. Donc ce n'est pas la couleur de peau qui détermine ici cette définition racialisée, c'est l'expérience des discriminations que les uns subissent et les autres pas. En particulier, depuis plusieurs années, la question se pose des violences policières que j'ai déjà évoquées, et singulièrement dans ce qu'on appelle les banlieues, c'est-à-dire dans des quartiers populaires où les personnes d'origine immigrée, comme on dit, ou les personnes racisées, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnues comme blanches, où ces personnes, donc, sont particulièrement contrôlées, particulièrement exposées à ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Les contrôles au faciès, ce sont des contrôles qui sont distribués de manière statistiquement inégale et donc discriminatoire en raison de l'âge, en raison du sexe, en raison de la couleur de peau, en raison du quartier, autrement dit, des jeunes hommes, noirs ou arabes, comme l'a montré le Défenseur des droits, sont contrôlés beaucoup plus que la population dans son ensemble, et même 20 fois plus. C'est la démonstration statistique par le Défenseur des droits, donc par une institution de la République, de ce que par ailleurs on sait très bien, à savoir que tout le monde en France et tout le monde dans beaucoup de pays n'est pas traité de la même manière, et que les affirmations d'universalisme républicain
ne saurait faire oublier la réalité qui n'est pas très universaliste et pas très républicaine. La bataille actuelle autour d'une expression comme violence policière, a-t-on le droit de l'utiliser? Non, disait le président de la République il y a encore quelques mois, oui, dit-il aujourd'hui. Mais pas seulement des violences policières, il s'agit aussi de ce qu'on appelle les contrôles au faciès. À nouveau, on voit que l'État a voulu nier les contrôles au faciès et qu'il a fini par être condamné par la justice. Donc l'État a condamné l'État en 2017 parce que l'État a pu constater que l'État s'employait à contrôler de manière très inégale, de manière profondément discriminatoire, les uns et les autres. C'est autour de ces questions et de violences policières et de contrôle au faciès que beaucoup de gens se sont mobilisés dès le sortir du premier confinement en France. Ça a été en particulier le succès d'une première manifestation improvisée, puis d'une seconde mieux organisée, sous l'égide en particulier du comité Adama Traoré. Le comité Adama Traoré a organisé au mois de juin, en particulier, place de la République, une mobilisation importante pour la reconnaissance du fait que le frère Adama ou le fils, eh bien, il avait péri aux mains des forces de l'ordre. La reconnaissance donc de la responsabilité de l'État dans des violences qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont, hélas, ordinaires. Ce qui était intéressant, c'était en particulier le fait que ça se jouait en ville. Ça se jouait non pas en banlieue, mais au cœur même de la ville, place de la République, c'est-à-dire au cœur même de la nation. Cette mobilisation, il me semble qu'elle est importante parce qu'elle bousculait les frontières de l'assignation domestique. C'était le retour dans l'espace public dès la fin du premier confinement. En même temps, elle bousculait aussi les frontières nationales. Car ce qu'on a vu, c'est que d'une part, elle bénéficiait d'un contexte international avec ce mouvement qui vient des États-Unis, Black Lives Matter. Les vies noires importent. Alors bien sûr, toutes les vies importent, simplement, dans le cas des vies noires, il importe de le rappeler parce qu'on a l'impression que les pouvoirs publics peuvent l'oublier avec des phénomènes de violence policière qui visent particulièrement certaines populations dites racisées, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans n'importe quel autre pays. Mais en retour, l'internationalisation, c'est l'écho que rencontrent ces mobilisations autour de la question raciale, autour du traitement différent réservé à une partie de la population en France. Autrement dit, la double assignation domestique et nationale, le double enfermement, il est remis en cause par ces mobilisations qui nous font sortir de l'espace privé et qui résonnent bien au-delà de l'espace national. Autrement dit, ce qui s'est joué autour de ces mobilisations, eh bien, c'est une forme de politisation qui est une manière de réagir contre la racialisation que redouble, que renforce ce qu'on peut appeler un grand renfermement sanitaire. Je conclurai en quelques mots. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre aujourd'hui les batailles qui se jouent autour du mot intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est-à-dire des théories et des instruments aussi méthodologiques qui sont utilisés en particulier dans le champ des études de genre, c'est-à-dire dans le domaine où je travaille, eh bien, l'intersectionnalité est mise en cause comme étant responsable de séparatisme. On parlait naguère de communautarisme, aujourd'hui davantage de séparatisme. Le président de la République lui-même s'en est pris à l'intersectionnalité, sans parler du ministre de l'Éducation nationale. Or, cette offensive contre l'intersectionnalité, c'est aussi une offensive
pour le renfermement dans l'espace domestique, chacun chez soi, mais aussi dans l'espace national, ne pas franchir les frontières. Pourtant, qu'est-ce qui caractérise la pandémie? C'est d'une part, bien sûr, le fait que chacun doit rester chez soi, mais aussi, c'est le fait que le virus, le coronavirus, comme c'est toujours le cas, eh bien, il voyage. Ce qui caractérise la période dans laquelle nous sommes, c'est que peut-être que nous devons rester à la maison, mais si nous devons rester à la maison, si nous devons rester dans les frontières de l'espace national, c'est bien parce que le virus, le coronavirus, il voyage. Il voyage un peu partout dans le monde. Autrement dit, lorsqu'on parle de Covid-19 aujourd'hui, on me comprend en France, on me comprend au Maroc, on me comprend partout. C'est notre problème à toutes et à tous. Autrement dit, les frontières n'ont pas beaucoup de sens. On ne peut pas espérer guérir les sociétés ici, tout en laissant d'autres sociétés malades là-bas. Le virus ne connaît pas de frontières, donc nous aurons beau renforcer les frontières, nous avons intérêt à réfléchir à ce qui se passe lorsqu'on remet en cause cette existence des frontières. Et c'est ce que font en particulier les populations que définissent ces situations que j'ai qualifiées comme des familles transnationales. Les familles transnationales, loin d'être aujourd'hui des exceptions, peuvent nous servir pour penser la règle elle-même, c'est-à-dire comment penser sans être enfermé dans le double cadre de la nation et de la famille. Et pour ce faire, j'ai proposé de partir pas seulement de ces configurations sociales, mais aussi de configurations politiques, celles de mobilisation autour de la question raciale qui remettent en cause ces frontières, des mobilisations contre l'immobilisation et contre la racialisation de nos sociétés où se superposent la famille et la nation. Je vous remercie. J'espère que la distance n'a pas empêché de faire passer un peu de présence. Et en tout cas, j'ai essayé de prendre pour objet la tension qui est la nôtre entre la distance et la présence. Bonne soirée à tout le monde.